La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission que nous inaugurons aujourd'hui, la saga de l'Alliance israélite universelle. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Ensemble, tout au long de l'année, nous allons parler de l'histoire de l'Alliance israélite universelle depuis sa création en 1860 et même un petit peu avant, à l'occasion d'un double anniversaire qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'abord du 160e anniversaire de la création de l'Alliance que nous célébrons tout au long de cette année 2020 et également l'anniversaire de la création de la ferme école de Mikvé Israël en terre d'Israël en 1870 dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire et tout au long de cette année nous allons beaucoup vous parler des réalisations de l'Alliance depuis 160 ans à la fois en Israël, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Grèce, en Bulgarie, en Iran, au Maroc, en Tunisie, un tour du monde de cette institution dont les bases, dont les fondements se trouvent en France et c'est ce que nous allons raconter dans ces premières émissions. Alors Georges Bensoussan, vous êtes historien, spécialiste du sionisme, de l'histoire de la Shoah, des Juifs en terre d'islam. Vous avez longtemps travaillé au Mémorial de la Shoah où vous avez dirigé la revue d'histoire de la Shoah et aujourd'hui, en ce mois de janvier, vous publiez l'Alliance israélite universelle 1860-2020, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, publication chez Albin Michel ces jours-ci. Alors ensemble, pour cette première émission, nous allons parler non pas directement de l'Alliance, de l'histoire de l'Alliance israélite universelle, mais cette institution ayant été créée à Paris par des Israélites français, il est nécessaire de remonter un tout petit peu en arrière pour comprendre ce qu'était le judaïsme français en 1860, et pour cela il faut remonter, ce n'est pas étonnant, à la Révolution française, et c'est donc ce que nous allons faire dans cette émission et dans l'émission prochaine. Et donc tout d'abord, quelle est la situation des Juifs de France en 1789? Où habitent-ils? Combien sont-ils? Alors, il n'y a pas une communauté juive de France, il y a des judaïcités de France, il n'y a pas du tout de communauté unie. Il y en a environ 50 000 dans le royaume en 1789, et pour 80% d'entre eux, ils vivent en Alsace et un peu moins en Lorraine. Les 20% restants sont dispersés entre les séfarades de Bordeaux et tout le sud-ouest aquitain, et Avignon également, le comtat vénessin, et une toute petite minorité à Paris. Paris compte à peine 500 juifs en 1789. Et ce que la Révolution française va faire à l'échelle nationale, c'est-à-dire unifier la France, eh bien, elle va le faire aussi à l'échelle des judaïcités. Elle va unifier la communauté juive. C'est-à-dire le clivage profond, c'est même un gouffre, entre les séfarades de Bordeaux, qui sont déjà des citoyens français, et les juifs de l'Est, comme on disait, c'est-à-dire la majorité d'Alsace et de Lorraine, va progressivement se combler avec la Révolution et les décennies suivantes. Et justement, dans les premières étapes de la Révolution, est-ce que les Juifs y prennent une part quelconque ? Alors, ils ne participent pas, dans la mesure où ils ne sont pas citoyens, ils ne sont pas, en tous les cas, sujets du royaume. Ils ne participent pas à la rédaction des cahiers de doléances, sauf les Juifs de Bordeaux, encore une fois, mais c'est une minorité. Et quand ils apparaissent dans les cahiers de doléances, ils apparaissent en général dans la majorité des cas, et en particulier en Alsace, pour s'en plaindre. C'est-à-dire ils font l'objet d'une récrimination perpétuelle. C'est-à-dire que ce dont on se plaint d'eux, c'est de leurs différences de mode de vie, leurs coutumes alimentaires, leur langue particulière, le yiddish en l'occurrence. Et même lorsque les premiers événements révolutionnaires arrivent, c'est-à-dire la Grande Peur de 1789, en Alsace en particulier, cette Grande Peur prend carrément une tournure anti-juive. Bon, ce qu'on ne voit pas ailleurs dans d'autres régions de France. Voilà la situation première semaine de la Révolution. Et en août 89, quand la démarche réformatrice de la Révolution s'enclenche avec, entre autres, l'abolition, la fameuse abolition, en fait, une abolition partielle des droits féodaux le 4 août 89 et la déclaration des droits de l'homme du 26 août 89, les Juifs d'Alsace commence à se manifester, comme les Juifs de Paris d'ailleurs, et demande à l'Assemblée constituante d'obtenir l'égalité civique.
Mais est-ce que pour l'Assemblée constituante, la question juive, si je peux l'appeler ainsi, représente un enjeu quelconque face à la masse de décisions qu'ils prennent, face à tous les enjeux rencontrés alors en France? Finalement, la question des Juifs de France est très, très peu importante. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est une question totalement secondaire qui laisse d'ailleurs indifférente une grande partie de l'Assemblée. Alors, en août 89, les doléances, entre guillemets, les doléances des Juifs de l'Est arrivent jusqu'à l'Assemblée constituante, et finalement, c'est grâce à ces doléances qu'à la mi-octobre, pour la première fois, une délégation de Juifs d'Alsace est reçue à la constituante, et c'est grâce à cette réception qu'en décembre 89 a lieu le premier débat sur les Juifs de France. En fait, c'est pas vraiment un débat sur les Juifs de France, c'est un débat sur l'admission aux emplois publics des non-catholiques. Ce qui est différent. Donc les protestants sont visés. Et alors, le résultat de ces 3 jours de débat, du 22 au 24 décembre, c'est que les protestants seront admis aux emplois publics. Les Juifs, ça n'est pas un refus, c'est un ajournement de la décision. Alors, pour toutes ces questions, nous avons toujours le même nom qui revient, celui de l'abbé Grégoire. Quel est son rôle concret, finalement, dans les décrets d'émancipation qui vont être pris? Alors, il a participé à tout ce courant réformateur d'avant la Révolution française, qui a voulu faire, d'ailleurs, en commun avec la Haskala allemande, qui a voulu faire des Juifs des citoyens à part entière, à une condition, c'est de récuser un certain nombre de pratiques religieuses qui pouvaient s'opposer aux lois civiles. Donc, l'abbé Grégoire va œuvrer en faveur de l'émancipation. Il ne sera pas le seul. Il est rejoint par un certain nombre de députés qui vont s'illustrer à d'autres égards, comme Barnave, par exemple, comme Clermont-Tonnerre, on connaît sa fameuse déclaration. Robespierre, par exemple, a voté en faveur de l'émancipation. Mais ce qui est paradoxal, c'est que autant l'abbé Grégoire s'est investi dans la lutte pour l'émancipation, autant les Juifs de Bordeaux, qui sont déjà citoyens français, lui demandent de ne pas bouger. Pourquoi? Parce que la grande hantise des Juifs séfarades de Bordeaux, c'est d'être mêlés aux Juifs ashkénazes de l'Est de la France. Ils ne veulent surtout pas être mêlés à eux. Bon, finalement, l'abbé Grégoire continuera son action et on arrive au décret d'émancipation après de longues discussions du 27 et 28 septembre 1791, c'est-à-dire juste au moment où l'Assemblée constituante se sépare pour laisser place à la législative. Et donc ces décrets d'émancipation ne vont pas émanciper immédiatement l'ensemble des Juifs qui vivent alors en France? C'est une émancipation partielle. D'abord, l'émancipation des Juifs bordelais n'a pas lieu d'être, ni ceux d'Avignon, parce qu'ils sont inclus dans la citoyenneté française dès 1790 pour ceux d'Avignon. Les Juifs de l'Est sont déclarés citoyens français à partir de 91, pas totalement, il y a encore des restrictions. Et ces restrictions, elles seront encore accrues par Napoléon à partir de 1806-1808. Et pour que toutes les restrictions soient levées sur la pleine citoyenneté des Juifs de France, il faudra attendre la fin de la monarchie de Louis-Philippe, c'est-à-dire 1846. Donc ça a été un long processus, l'émancipation. Ça n'a pas été acquis si facilement. Et ce qui est très intéressant à noter, pour les Juifs d'Alsace, c'est qu'autant les élites juives alsaciennes ont été enthousiastes à l'idée de devenir enfin citoyens, en y perdant d'ailleurs un certain nombre d'avantages, autant les masses juives alsaciennes, disons les couches populaires, ont été totalement indifférentes à la mesure. Parce qu'elles vivaient de façon très marginale, elles vivaient déjà dans une sorte d'isolat. Bon, ça ne les a pas vraiment concernés au départ. Ça ne les a pas concernés, ils y ont trouvé malgré tout des avantages, ils s'y sont opposés éventuellement ou quand même pas? Alors, ils ont pu s'y opposer éventuellement parce que la citoyenneté impliquait la renonciation à certaines coutumes. Et ça, c'est vrai. D'autre part, les éléments les plus traditionnels des communautés juives, les plus orthodoxes, ont été effrayés par ces libertés nouvelles et ont demandé d'ailleurs, on fait pression sur le pouvoir politique pour les restreindre. Par exemple, ces éléments les plus orthodoxes vont demander à Bonaparte et plus tard à Napoléon de restreindre un certain nombre de ces libertés nouvelles dont il craignait qu'elle ne dissolve la communauté juive, qu'elle dissolve son identité profonde. Finalement, c'est le début d'un vieux débat entre les modernisateurs et les traditionalistes. Alors, évidemment, les réactions des Juifs sont, vous le disiez, extrêmement complexes, mais également du côté des non-Juifs, de la population française. Comment sont acceptés les décrets d'émancipation, alors que vous l'avez dit, notamment en Alsace, il y a un fond d'anti-judaïsme extrêmement prégnant au moment de la Révolution française.
Tout à fait. Mais avant, je voudrais quand même préciser que le fameux député de Clermont-Tonnerre, lors du premier débat sur l'admission des Juifs aux emplois publics, donc l'admission à la citoyenneté, en décembre 89, prononce cette fameuse phrase qui est directement inspirée de l'abbé Grégoire ou de Mendelssohn en Allemagne. Il y a un lien profond entre la Haskalah et l'émancipation des Juifs de France. C'est tout accordé aux Juifs comme individus, rien comme nation. Et effectivement, quand les décrets d'émancipation sont votés le 27 septembre 91, le principal représentant des communautés de l'Est, Isaac Baer, déclare, je le cite, « Il est donc arrivé ce jour où le voile qui nous couvrait d'humiliation s'est déchiré. Nous les récupérons enfin ces droits qui depuis plus de 18 siècles nous avaient été ravis. » Et un peu plus loin, il appelle à participer à la vie de la nation. Il déclare, et là il reprend Clermont-Tonnerre, nous ne devons absolument être que des individus, des Français occupés d'un vrai patriotisme et du bien général de la nation. Alors maintenant, je reviens à votre question. Comment les décrets d'émancipation sont perçus ? Dans les provinces de l'Est, où vivent 80% des Juifs de France, ils sont très mal accueillis. L'antijudaïsme est violent, persistant, et on le verra chez les députés issus de ces régions-là, y compris chez les députés montagnards, donc robespierristes, il y aura une opposition violente aux Juifs tout au long de la Révolution française. Et ça s'est traduit, je l'ai dit, par une vague de violence au moment de la terreur. Et ça s'est pas traduit alors par une terreur anti-religieuse spécifiquement anti-juive. Ça, non. La terreur anti-religieuse a frappé autant les églises que les synagogues. Non. Mais ça s'est frappé par des mesures de rétorsion à l'égard des Juifs qui n'ont pas été prises à l'égard d'autres populations. Je prends deux exemples. Lorsque Saint-Just et Lebas sont envoyés en mission en 1700, au moment du plus grand péril de la Révolution, au moment où la France est envahie de tous les côtés et elle est vraiment en péril de mort. Saint-Just et Lebas sont envoyés dans l'est de la France en mission et ils imposent à la ville de Nancy une taxe de 5 millions de francs. Mais sur ces 5 millions de francs, 3 millions sont impartis à la communauté juive qui n'a pas les moyens de payer. Bon, c'est vrai, c'est déjà un sort à part. Et deuxième exemple de cet antijudaïsme persistant, c'est lorsque le représentant en mission de la Convention nationale, Baudot, est envoyé en Alsace. Voilà ce qu'il déclare à propos des Juifs. Donc, il dit carrément que c'est une nation étrangère à la nation française. Il déclare ceci. On serait en peine, à propos des Juifs d'Alsace, pour en compter 10 reconnus comme patriotes dans les départements du Haut et du Bas-Rhin. Partout, ils mettent la cupidité à la place de l'amour de la patrie et leur ridicule superstition à la place de la raison. Et il termine par cette phrase, « Ne serait-il pas convenant de s'occuper d'une régénération guillotinière à leur égard ?» Fin de citation. Merci beaucoup Georges Bensoussan et nous nous retrouvons dans 15 jours où cette fois-ci nous parlerons de la période napoléonienne. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.